Bonjour à tous et à toutes, bienvenue et merci d'être aussi nombreuses et nombreux à nous rejoindre ce matin pour ce webinaire autour de la digitalisation du fret ferroviaire. Je m'appelle Antoine Despy, je suis account manager chez Evrysense et je suis accompagné aujourd'hui de deux intervenants de qualité qui vont justement parler avec moi de ce qu'est la digitalisation du fret ferroviaire, de ce que ça peut apporter aujourd'hui pour ce fameux report modal dont on parle tous depuis quelques mois, quelques années maintenant, vers le ferroviaire. Alors, avant de les laisser se présenter, pour que ceux qui ne connaîtraient pas encore Evrysense, on est un éditeur de solutions SaaS, une solution logicielle qu'on propose donc notamment à des chargeurs qui utilisent le mode de transport ferroviaire. Et on propose une solution informatique qu'on appelle un TVMS, c'est-à-dire que c'est un TMS axé sur le ferroviaire avec le V de la visibilité, on a une solution qui permet de gérer de la planification à l'exécution, tout le flux ferroviaire en intégrant les données terrain en temps réel, grâce notamment à des capteurs et des remontées des entreprises ferroviaires. Voilà pour ce que nous on fait. Et comme je vous le disais aujourd'hui, ce webinaire est organisé en partenariat avec l'AUTF et avec les Ciments Calcia. Et je vais laisser donc nos deux intervenants se présenter, en commençant par Valérie. Valérie, bonjour. Bonjour, donc Valérie Cornet, moi je suis déléguée au transport terrestre à l'AUTF. Alors l'AUTF, c'est l'association qui représente les chargeurs, on regroupe environ 170 entreprises et organisations professionnelles de tout secteur d'activité. Et on s'occupe de tous les enjeux autour du transport, donc en faisant à la fois courroie de transmission des intérêts des chargeurs, donc des donneurs d'ordre au transport vis-à-vis des pouvoirs publics ou de toutes les parties prenantes au transport. Et puis on anime la communauté de nos adhérents autour des grands enjeux, dont le digital bien sûr. Donc pour ma part, j'ai en charge les transports terrestres dans toute la sphère du transport routier, ferroviaire et voie d'eau. Merci Valérie, très clair, vous allez pouvoir nous apporter votre expérience à ce sujet-là. Et du coup Nicolas, je te laisse te présenter également. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc Nicolas Plouvier, je suis responsable logistique pour la partie ferroviaire chez Ciments Calcia et je suis aussi contrôleur de la performance logistique. Donc on travaille avec Evrysense depuis bientôt 3 ans maintenant. Effectivement, et justement, ça va être très intéressant d'avoir le retour d'expérience de Ciments Calcia sur cette concrétisation de la digitalisation du fret ferroviaire. Alors, avant de commencer, juste pour les questions pratiques, on va passer environ 45 minutes ensemble. Il va y avoir environ une demi-heure consacrée vraiment à ce sujet de présentation, entre guillemets, et d'échange. Et puis, à vous qui nous écoutez, vous avez la possibilité, vous le voyez depuis Livestorm, de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas tout au long de la présentation à poser les questions que vous avez à l'esprit. Et on prendra un quart d'heure pour y répondre en fin de webinaire. Donc surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Je pense que j'ai tout dit et qu'on peut y aller. Alors, effectivement, c'est peut-être, donc Nicolas, tu nous parlais de Ciments Calcia. Peut-être que tu veux nous donner peut-être un peu plus d'éléments sur cette activité que vous avez chez Ciments Calcia. Oui, donc on est un des majeurs de l'industrie du ciment en France. On a 10 usines sur notre territoire. On fait partie du groupe Heidelberg Cement, donc un groupe international. Et pour la partie ferroviaire, on fait entre 6 et 8 flux ferroviaires par an. Donc ça représente environ 1 million de tonnes et 1000 trains complets à charge par an. Donc c'est vrai que le ferroviaire fait vraiment partie de vos modes de transport. C'est un mode de transport majeur qui permet principalement d'approvisionner l'Île-de-France avec les contraintes d'accès que vous connaissez tous. Donc on privilégie le mode ferroviaire sur ce secteur. Parfait. Merci beaucoup pour cette petite introduction. Alors, effectivement, on va se parler de digitalisation de ce fret ferroviaire. Nicolas vient de nous le dire, chez Ciments Calcia, c'est un mode de transport majeur. Le but, comme vous le savez tous, c'est que ce mode de transport se démocratise de plus en plus et qu'on ait une part modale qui augmente de plus en plus. Le fait de digitaliser va pouvoir aider à tout ça. Valérie, peut-être que vous pouvez nous dire un petit peu justement en quoi cette digitalisation, c'est vraiment une nécessité au-delà d'un outil, en quoi ça peut nous aider à développer le transport ferroviaire. Oui, alors pour brosser un petit peu le contexte, je pense que tout le monde le connaît. Il y a actuellement un grand plan de relance du fret ferroviaire qui a été lancé depuis quelques mois avec la stratégie nationale pour le développement du fret ferroviaire, dans lequel l'AUTF s'est impliquée aux côtés de l'Alliance 4F, fret ferroviaire français du futur. Donc il y a un ensemble de 72 mesures qui ont été actées. Donc c'est un gros programme
avec 2 grands volets, tout ce qui touche à l'amélioration du réseau ferroviaire et puis de l'exploitation, et puis le développement d'offres attractives pour les chargeurs. Donc, effectivement, l'enjeu vraiment crucial de la réussite de ce plan, c'est que ce mode ferré est essentiel pour la transition écologique, notamment parce que c'est un mode qui est performant au plan énergétique. C'est à peu près 6 fois moins d'énergie est nécessaire à volume égal par rapport au mode routier. Donc il y a des enjeux colossaux et le digital vraiment joue un rôle pour la modernisation de tout ce système. L'enjeu de sobriété nécessite de massifier en fait les transports, et tous les chargeurs n'ont pas les volumes suffisants pour massifier, donc ça passe aussi par une étape de mutualisation entre les chargeurs pour arriver à être pertinent sur le mode ferroviaire. Donc là-dessus, il y a besoin absolument d'innovation, alors notamment digital, mais pas seulement. Mais le digital permet de créer les conditions pour la coopération entre les entreprises ferroviaires, de créer le lien par des outils peut-être type bourse de fret entre l'offre de transport ferroviaire, éventuellement résiduel, et puis la demande. Ça veut dire permettre d'organiser des transports de façon efficace en groupant des lots de wagons, en complétant des trains entiers, etc. Bon, vous le savez tous, je pense, le ferroviaire sait être un mode fiable. Il l'a montré encore pendant la crise sanitaire. Malheureusement, il y a beaucoup d'aléas aussi. Donc ce plan, il est très ambitieux. Il vise à doubler la part du fret ferroviaire d'ici à 2030 pour arriver à une part modale de 18%. Il y a vraiment de nombreux chantiers complexes et coûteux qui vont devoir être déployés. Donc c'est pour ça que ces coûts ne pourront pas être absorbés uniquement par les chargeurs. Donc il y a beaucoup de soutiens d'État notamment qui ont été prévus, mais ce n'est pas suffisant. Donc nous sommes convaincus que le digital a vraiment un rôle à jouer pour améliorer la productivité en fait de tout le système ferroviaire et restaurer sa compétitivité. Alors, il y a de multiples applications, que ce soit pour la gestion de l'exploitation au niveau des entreprises ferroviaires, de SNCF Réseau, tout ce qui est maintenance, tout ce qui est gestion des aléas, gestion en temps réel de l'offre et de la demande, par exemple. Mais vraiment, ces gains de productivité participeront à pouvoir maintenir une compétitivité économique, on va dire, des services de fret ferroviaire. Le deuxième point qu'on voulait aborder dans les points de douleur, c'est que là aussi, vous savez, pour les chargeurs qui maintiennent ou qui veulent développer des flux ferroviaires, ça demande énormément d'investissements, alors pas seulement financiers, mais aussi en termes de ressources et de temps pour gérer toute la complexité du ferroviaire. Et il y a vraiment besoin de faciliter la vie des chargeurs si on veut pouvoir à la fois attirer de nouveaux chargeurs, de nouveaux volumes, susciter des vocations pour rendre le mode ferroviaire plus simple. Donc là-dessus, c'est évident que le digital a un vrai rôle à jouer. Et le dernier point, c'est pour arriver à toute cette amélioration de performance, les informations aujourd'hui manquent cruellement. Que ce soit l'amélioration des performances globales au niveau de l'écosystème ou au niveau de chaque chargeur, avec ses propres indicateurs de performance. Donc là-dessus, je ne vais pas m'étendre, je pense que Nicolas détaillera ça tout à l'heure de façon très concrète. C'est très clair. Ouais. Effectivement, oui. Alors justement, la transition se fait avec les enjeux pour le digital dans le contexte. Alors, là encore, pas de surprise, dès qu'on parle de digital, de gestion de données, il y a tout de suite l'enjeu de confidentialité des données qui vient, puisqu'on parle de questions de concurrence. Alors, je parlais de mutualisation tout à l'heure. Si on mutualise des flux, il y a des enjeux de concurrence entre chargeurs, de confidentialité entre chargeurs, entre les EF, les entreprises ferroviaires. Et puis, ça peut être aussi la confidentialité par rapport à toutes les données qui sont collectées à l'occasion du tracking des flux. Là aussi, il y a des enjeux de confidentialité évidents. Un deuxième point, c'est l'interopérabilité. Là encore, un grand classique de la digitalisation ou des innovations. Il faut que tous les systèmes à la fois de capteurs, de logiciels, puissent être interchangeables dans le temps, partagés entre différents acteurs, et non seulement au sein des acteurs du ferroviaire, mais aussi dans des chaînes logistiques qui seront de plus en plus intermodales. Donc il faut que le digital du ferroviaire puisse parler avec le digital de la route, du fluvial, du maritime, etc.
Et le dernier point, c'est la modernisation de l'image du ferroviaire. J'en ai déjà un petit peu parlé. Il y a un vrai enjeu d'attractivité. C'est vrai qu'aujourd'hui, le fret ferroviaire pâtit d'une image un petit peu moribonde dans l'esprit d'un certain nombre de personnes. Si on veut développer, relancer vraiment avec tous les enjeux de transition écologique, il faut faire rêver un petit peu avec le ferroviaire. Donc, et là-dessus, le digital donne une modernité indéniable. Effectivement, soyez-en sûrs, le ferroviaire, c'est un mode de transport sexy. Voilà. Il faut le promouvoir comme tel. Et effectivement, c'est ce que Nicolas va pouvoir nous témoigner. Alors, Nicolas, tu te retrouves dans ces points de douleur. On va le voir ensemble. Justement, tu vas nous témoigner de cette mise en place finalement d'une solution digitale chez Calcia, puisque en l'occurrence, c'est un TMS Rail qui a été mis en place. Peut-être que tu souhaites rebondir justement sur ces points de douleur et justement nous dire un petit peu, comment ce projet de mise en place a germé chez Calcia et pourquoi vous avez souhaité mettre en place un TMS avec Ivrisense directement chez Calcia. Nous, on avait fait le constat que, en termes d'outils support pour le ferroviaire, rien n'avait vraiment évolué malgré l'ouverture du marché à la concurrence. Et on était encore sur un mode de fonctionnement, on va dire à l'ancienne. Moi, ça faisait 20 ans que j'étais chez Simon Calcia et que les outils support, on travaillait encore sur du Excel, encore avec des fax, etc. Il fallait clairement qu'on franchisse un pas par rapport à ça. Et c'est là où Evrisense est venu nous rencontrer et qui est venu nous proposer la solution des capteurs. Donc que chaque wagon soit géolocalisé, ce qui était une grande avancée pour nous. Parce que si on part de comment les choses étaient organisées avant, et dès que le train partait d'un site, on n'avait pas de visibilité sur son acheminement. Donc concrètement, si on voulait savoir où était le train, c'était une multitude de coups de fil aux entreprises ferroviaires, et le temps qui récupèrent les infos, on les avait de manière décalée, et quand on arrivait à les avoir. Parfois, même les trains arrivaient à destination, quelque part par surprise. Donc la digitalisation qu'a offert Evrisense avec sa solution de base, donc les capteurs, a déjà été une avancée. Après, nous, on a voulu aller plus loin que cette simple géolocalisation et construire avec Evrisense un réel TMS. Effectivement, donc c'est la genèse du projet est partie de la géolocalisation. Tu nous le dis, finalement, on est passé d'une recherche qui était vraiment chronophage à aujourd'hui, les points sont sur une carte et c'est possible de les géolocaliser. Tu as fait la transition. Finalement, ça a été le début du projet. Tu nous parles de TMS. Quelles autres fonctionnalités ont pu être mises en place? Et finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu utilises pour le compte de Simon Calcia? Qu'est-ce qui t'est utile au quotidien sur ce TMS et qui a vraiment changé, entre guillemets, la vie opérationnelle au quotidien? Sur la partie géolocalisation, donc ça permet maintenant de pouvoir anticiper le positionnement des trains, de gérer les retards, de gérer les envois en atelier, etc. Donc ça, c'est une grande avancée. Maintenant, nous, ce qu'on avait besoin également, c'est pouvoir de gérer tout ce qui est le back-office, donc la gestion des plannings. Donc qu'est-ce qu'on met en outil pour gérer les plannings de chargement pour les sites, les plannings de déchargement pour les sites destinataires, comment gérer après toute la partie documents de transport, c'est qui était primordial pour nous. Donc l'envoi des fameuses lettres de voiture, donc dématérialiser la saisie et l'envoi de ces documents pour faire le lien avec les entreprises ferroviaires d'un côté, faire le lien avec les opérateurs sur notre site de l'autre. Donc voilà, avoir une vue dynamique de tout le planning d'acheminement. Donc effectivement,
avant, la lettre de voiture était envoyée, enfin, tu rassemblais les informations de quelle manière? Aujourd'hui, l'application récente, c'est que tout est centralisé et il y a, voilà, Voilà, donc aujourd'hui, tout est centralisé, tout est l'application est interfacé, accessible par tous. ouais, tout est interfacé et interopérable avec nos systèmes internes. Donc, il n'y a pas, enfin, il y a une saisie unique, pardon, des datas après qui remontent dans Everessence et qui vient faire le lien avec l'acheminement qui est programmé et l'édition des documents de transport qui sont envoyés aux entreprises ferroviaires. Et, voilà, donc on va dire, en temps réel, on a toutes les informations et tout est centralisé sur un même outil. Donc effectivement, une fois que la lettre de voiture est faite, le train part, et à partir du moment où le train est parti, il y a une notion de tracking. Voilà, donc là, c'est la partie géolocalisation. Donc, il y a la partie géolocalisation à l'instant T, donc où sont nos wagons, et il y a la partie donc dynamique, c'est-à-dire, voilà, tel acheminement, d'où il part, où est-ce qu'il va, quel trajet il emprunte et où est-ce qu'il en est dans ce trajet. Là, on voit sur le screen, donc un acheminement, puis donc avec la partie bleue ce qui a déjà roulé et la partie grise, ce qui reste à faire. Et donc dessus, on a toute l'information de cette fiche de transport avec, quels wagons sont dans le train, quelles informations, après, il y a les informations de volume, il y a les informations de point de passage, donc ça permet de vérifier si l'acheminement est à l'heure ou pas. Et après, il y a des systèmes d'alerte. S'il y a un point de passage, le train est en retard, ça recalcule les ETA de manière automatique. Donc ce qui permet d'anticiper d'éventuels retards et de s'organiser sur les sites, de destination. Donc il y a un suivi qui est vraiment maîtrisé. Et alors Mmh. finalement, bon, tu nous disais tout à l'heure en introduction, hein, Kelsia, c'est plus de 1000 transports par an. Donc ça veut dire que forcément, il y a une notion de suivi de la performance. Comment est-ce que tu le fais aujourd'hui, du coup, avec cette application? Bah, auparavant, on faisait tout encore, hein, sur Excel, tout à la main, pour pouvoir, avoir toutes les informations de volume, les différents KPI et cetera. Maintenant, comme, dans Evresence, toutes les informations, soit de programme, de réalisation du programme, de tonnage chargé, des différents KPI, tout ça est centralisé dans l'outil. Donc ce qui permet de gagner du temps et d'avoir une vue, assez macro de la performance du plan de transport. Donc ça permet après d'avoir les indicateurs pour challenger les EF ou challenger aussi, en interne, nos sites sur la performance de l'activité. Merci beaucoup du coup pour ce retour d'expérience assez détaillé, en tout cas sur l'utilisation qui est faite vraiment de A à Z de la solution. Alors c'est vrai que bon, ça reste un projet à part entière. On a mis en place une solution, un TMS, une solution informatique. Voilà, ça nécessitait du temps et de l'implémentation. Avec le recul que tu as aujourd'hui, est-ce que tu pourrais partager aux gens qui nous écoutent des bonnes pratiques finalement, selon toi, qu'il faut avoir aujourd'hui pour implémenter une solution telle qu'un TMS Rail? Voilà, quelles seraient ces bonnes pratiques selon toi? Bah, déjà, pour que ça soit pertinent, il faut pouvoir, équiper l'ensemble de la flotte des capteurs. Tu vas avoir la vue que sur une partie de la flotte, c'est pas forcément l'optimal. Donc bah, faut vérifier avec les différents acteurs, les loueurs de wagons, les entreprises ferroviaires et cetera, si, leurs wagons sont équipés ou non. Discuter avec eux. S'ils sont pas équipés, discuter avec eux, heu, pour voir comment équiper les wagons. Après, en termes de ressources, pour, implémenter la solution, bon après c'est propre à chaque chargeur et au dimensionnement du plan de transport et des actions à mettre en place. Pour Ciment Calcia, nous, en termes de ressources, ça a mobilisé à peu près, 1 à 2 journées par semaine sur 4 mois pour, pour mettre en place la solution, donc faire le lien
avec les directions informatiques en interne, faire le lien avec l'entreprise ferroviaire, faire le lien avec les loueurs de wagons, et puis travailler avec Ivry-Sens sur le paramétrage de tous les flux, renseigner tous les wagons, etc., construire le plan de transport. Voilà. Donc ça a été relativement vite, et on pensait que ça allait mettre plus de temps, mais on était très satisfaits de ça. Et après, voilà, on a commencé en septembre pour une activation fin décembre. Et effectivement, et Valérie, toi de ton côté, est-ce qu'il y a, avec l'expérience que tu as avec les chargeurs via l'AUTF, pardon, j'y arrivais, est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques que tu identifierais? On parlait par exemple aussi tout à l'heure de confidentialité de la donnée avec le digital. Il y a peut-être aussi des bonnes pratiques à ce sujet-là. Enfin, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites compléter à ce niveau-là? Après, tout ça, c'est des éléments qui se mettent dans les contrats, quoi, effectivement. Donc, nous, alors, l'AUTF est engagée en ce moment sur un travail dans le cadre de la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire sur un guide de bonnes pratiques contractuelles, et puis la définition d'un set de KPIs un peu standard qui pourrait servir de guide pour les chargeurs dans leurs négociations avec les entreprises ferroviaires. Donc, typiquement, les sujets de confidentialité, de comment on gère tout le système et comment on pilote la performance doit être intégré. Ouais. Complètement. C'est vrai, pour rebondir là-dessus, nous, c'est vrai que quand on a lancé ça il y a bientôt 3 ans, d'un point de vue support juridique, comment construire les contrats, etc., on n'avait rien. Donc on est parti de zéro, c'est-à-dire on a peut-être même passé plus de temps sur ces questions-là que sur les questions de comment articuler l'outil, quoi mettre dedans pour qu'il soit pertinent, parce qu'on avait une bonne vision de nos flux et de comment on voulait que se transforme l'outil. Par contre, sur les questions juridiques, c'est vrai que c'était un vrai manque qu'on avait. Oui, en fait, d'une part, il n'existe pas de contrat type en fait dans le ferroviaire, même depuis l'ouverture de la concurrence. Et puis avec l'évolution et les innovations, il y a d'autres problématiques qui se posent en fait. Donc il y a besoin d'un petit support là-dessus. Effectivement, et c'est là-dessus que la UTF accompagne les chargeurs, en tout cas pour avoir ce fameux guide. Bon, on pourra reparler encore un petit peu après, mais voilà, pour avoir les bonnes pratiques et pour mettre en place cette digitalisation, en tout cas pour voir à nouveau ce mode de transport qui est le ferroviaire. Justement, voilà, on a bien compris comment était intégré ce TMS, ce que ça pouvait apporter au quotidien. Finalement, on met jamais en place un projet comme ça par hasard. Évidemment, le but c'est d'avoir un gain opérationnel. Il y a peut-être d'autres ROI qu'on pourrait nous partager. Finalement, Nicolas, voilà, ces notions de ROI, quels sont les ROI que tu as identifiés, que vous avez identifiés chez Simon Calcia vis-à-vis de la mise en place de ce TMS? Qu'est-ce que ça apporte au-delà du côté opérationnel? Qu'est-ce que ça apporte concrètement en bénéfice? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Je vais déjà commencer par le côté opérationnel. Historiquement, dans notre organisation, le dossier ferroviaire était un dossier chronophage. Comme j'ai déjà dit, voilà, on passait notre temps au téléphone pour savoir où sont nos trains, où sont arrêtés nos wagons, etc. Pouvoir disposer, grâce à la géolocalisation, pouvoir disposer d'informations à l'instant T, juste en se connectant sur l'outil, c'est un gain de temps qui est énorme. Voilà, moi, comme il est écrit sur le slide, ça m'a fait gagner à peu près 30% de mon temps sur cette partie-là. Et du coup, ça peut aussi gagner du temps sur les personnes, enfin pour les personnes sur les sites. Si on peut mieux les driver, avoir la bonne information, et donc l'ensemble de la chaîne de décision est raccourci et optimisé.
Après, il y a d'autres ROI, donc après les ROI vraiment de performance. Euh, c'est sur le slide suivant, pardon. Non, voilà, celui-ci. Donc nous, comment on l'a mesuré en dehors de l'aspect organisationnel, c'est derrière quel impact réellement ça a eu sur notre plan de transport. Alors, comment on mesure la productivité de manière chiffrée. Nous, on l'estime à peu près à 5% de gain de productivité. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'ensemble de nos trains, donc on en fait environ 1000 par an, on a pu mettre sur chaque train, en moyenne, un wagon supplémentaire par train. Donc c'est quand même assez significatif. Ça permet de mieux charger les trains, d'améliorer les eurotonnes de transport, diminuer aussi le nombre de trains nécessaires par an, donc limiter tout ce qui est risque accidentogène, diminuer comment la fréquence des trains sur les sites. Voilà, c'est à peu près 5% supplémentaire. C'est hyper intéressant. C'est vrai que voilà, derrière ce 5%, on voit tout ce qui peut se cacher derrière. C'est quand même des indicateurs qui sont assez motivants hein, vis-à-vis de la digitalisation. Et au-delà de ça, enfin, il faut quand même pas oublier aussi, alors évidemment, hein, on parle de l'aspect financier, opérationnel. Le but d'une entreprise, hein, à la fin, c'est de gagner de l'argent évidemment, mais le but aussi hein, qu'on voit derrière ça, c'est que c'est autant de plus de trains, ça veut dire moins de camions. Et le but qu'on a tous là en commun, finalement, hein, c'est ça aussi, hein, c'est d'enlever les camions de la route pour venir remplir davantage de trains. Et voilà, en tout cas, ces fameux 5% avec tout ce que tu nous as expliqué derrière, c'est assez motivant et c'est assez encourageant pour cette démarche-là, en tout cas. Donc, c'est très clair pour ce mesure de performance. Après, il y a aussi une notion de performance vis-à-vis des partenaires. Alors, on en a parlé tout à l'heure et tu l'as déjà un petit peu évoqué, Nicolas. Tu as parlé de loueurs, d'entreprises ferroviaires. C'est vrai que le chargeur n'est pas seul aujourd'hui dans cette démarche. Hein. Voilà, le chargeur vient charger les wagons, mais en tout cas, il y a un véritable écosystème. Et le but, justement, hein, c'est qu'on travaille tous main dans la main pour vraiment qu'on puisse y gagner et aller vers cette transition vers le ferroviaire, ce report modal et cette transition écologique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ce troisième levier finalement qui est le partenariat avec les partenaires ferroviaires? En fait, pour avoir ces 5% de productivité supplémentaire, voilà, on a différents leviers. L'intérêt de cette solution, donc de pouvoir faire du tracking sur les acheminements, ça donne aussi les arguments pour aller voir les différents acteurs que sont les loueurs et les entreprises ferroviaires et les challenger. Donc pour la partie des loueurs, donc nous, quand on loue un parc wagon, ce qu'on recherche, c'est que le parc wagon soit le plus productif possible. C'est-à-dire éviter qu'il y ait des wagons qu'on loue et donc qui mobilisent de la partie financière. On veut que ces wagons soient disponibles et donc il y a différents aspects là-dessus. C'est la partie temps de passage en atelier. Donc pouvoir les challenger sur les temps d'arrêt en atelier. Donc l'outil permet concrètement de borner, des plages de jour, de temps de passage en atelier et à partir du moment où le wagon a passé plus de X jours en atelier, il y a un système d'alerte qui vient sur l'application et de dire: «Bah, voilà, ce wagon, il est en dépassement de temps, normal, passage en atelier». Heu, Nous, on peut se retourner vers les loueurs de wagons, leur demander pourquoi et les challenger pour réduire le temps de passage en atelier. Après pour les entreprises ferroviaires, pareil, c'est, vu que chaque acheminement est suivi, il y a la notion de ponctualité des trajets qui rentrent en compte et donc chaque acheminement aujourd'hui, on a un KPI pour savoir s'il est arrivé à l'heure ou en retard et donc challenger les entreprises ferroviaires sur la ponctualité
Ça permet derrière d'affiner le plan de transport et aussi de réduire les coûts. Et puis ça mène à ce que tu évoquais tout à l'heure, plus de performance, donc plus de trains, donc voilà, c'est sur ce cercle vertueux, hein, finalement, pour dynamiser en tout cas ce transport Bah, ferroviaire. le but du jeu, c'est forcément d'optimiser l'activité. Donc c'est, voilà, c'est, un parc wagon, optimisé, c'est, des acheminements optimisés pour ne pas surdimensionner le plan de transport, pour pas payer des moyens supplémentaires par rapport aux besoins réels. C'est-à-dire, voilà, c'est, la recherche de l'efficience économique. Complètement. Valérie, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites ajouter là-dessus? Alors justement, hein, tu as évoqué tout à l'heure, tu as déjà commencé à évoquer ce fameux guide des bonnes pratiques qui est mis en place par la UTF. Ça va un petit peu dans ce sens, hein, finalement, avec les notions contractuelles qu'il peut y avoir avec les différents acteurs. Est-ce que tu souhaites en dire plus à ce sujet? Oui, ben, on le voit bien en fait dans la performance ferroviaire, il y a de multiples acteurs qui interviennent. Donc là, on parle de loueurs, d'entreprises ferroviaires, il y a le réseau. Donc le suivi de la qualité et de la performance est souvent complexe pour le chargeur qui est un peu face à une boîte noire. Donc là, c'est vrai qu'on voit bien que le digital apporte de la transparence pour voir ce qui s'est passé effectivement et où on peut mettre les responsabilités pour la bonne ou moins bonne qualité d'exécution des flux ferroviaires. Et donc le travail qu'on est en train de mener, l'idée n'est bien sûr pas de s'immiscer dans les relations contractuelles entre les chargeurs et leurs partenaires, mais plus de faire en sorte de leur proposer des leviers en fait par des clauses contractuelles et des indicateurs de performance qui leur permettent de vraiment participer au pilotage de la performance et d'avoir accès à ces éléments. Donc c'est en cours. On y travaille avec nos adhérents. Ouais, nous, clairement, dans le contrat avec notre F, on a inclus une notion de ponctualité qui était avant la mise en place des qui n'était pas mesurable ou très difficilement. Là, on sait que pour chaque flux qu'on a, on a l'information en temps réel de la ponctualité globale de nos flux. Et souvent, la difficulté, c'est de savoir lorsqu'un train est arrivé en retard, est-ce que c'est parce que il y a eu une défaillance au niveau du réseau, un sillon qui a été manqué? Est-ce que en fait, c'est les wagons vides au départ qui ont été mis en place en retard au point de chargement? Enfin, il peut y avoir des causes multiples. Et c'est vrai que ça, sans le digital, c'est un travail colossal de suivi, en fait. Bah, même avec le digital, ça reste compliqué d'avoir la chaîne des causes et des conséquences. Ça, c'est peut-être encore un aspect à travailler sur le côté interopérabilité des systèmes, que ce soit avec les entreprises ferroviaires ou avec les loueurs. Il y a encore des choses à faire. C'est-à-dire, là, l'avancée qu'offre la solution Evresence est très pertinente. Maintenant, il reste encore des choses à faire de ce point de vue-là pour pouvoir mieux tracer les événements. Clairement, je te rejoins complètement, Nicolas. Effectivement, hein, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de boulot à venir. Tu parlais d'interopérabilité. Il est clair que voilà, l'idée, c'est d'être connecté avec toujours plus de systèmes pour avoir toujours plus d'informations et pour que cette information soit toujours plus fiable et plus utile, que ce soit pour comprendre ce qui se passe en temps réel, pour trouver la cause d'un problème ou autre. Voilà. C'est clair qu'il y a déjà une belle avancée, mais qu'il y a encore beaucoup à faire. Et en tout cas, c'est bien le sens de la démarche ici. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments. Je pense qu'on a montré à tous ceux et toutes celles et ceux qui nous écoutent que le ferroviaire pouvait être sexy et qu'il fallait absolument le promouvoir au maximum. Alors, je vous propose justement de répondre aux quelques questions qui nous ont été posées. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions également. Justement, la transition est toute faite. On parlait d'interopérabilité. On a une question. Est-ce que le TMS Rail est intégré aujourd'hui dans le système ERP de l'entreprise? Je sais pas si... J'ai pas entendu Antoine, excuse-moi. Pardon. Donc on a une question qui est: est-ce que finalement le TMS Rail aujourd'hui est intégré avec l'ERP de l'entreprise, donc de Calcia? Oui, nous c'est intégré, hein, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de double saisie des données de transport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'un train est chargé, c'est saisi dans notre ERP et il y a bien une interopérabilité entre notre système et Evresence. Donc les données remontent dans Evresence
pour enseigner tout simplement la liste des wagons, les tonnages chargés, les produits chargés, etc. Ce qui permet d'ailleurs, après en automatique, de générer la lettre de voiture. Effectivement, et pour compléter justement tes propos, moi j'ai ma casquette d'account manager, hein, donc pour Everysense, c'est effectivement l'interopérabilité, pour compléter cette réponse à cette question. Oui, les systèmes ERP, on les connecte de plus en plus pour l'ensemble de nos clients. On travaille beaucoup avec SAP, mais d'autres ERP, même maison. Et c'est vrai que c'est vraiment l'objectif et c'est le gros chef. Enfin, voilà, c'est un gros enjeu que de connecter avec l'ERP pour vraiment qu'on ait une chaîne qui soit la plus automatisée possible, et aussi pour qu'on récupère des informations qu'on ne peut pas toujours récupérer avec des capteurs. C'est vrai que le capteur est un moyen qui permet d'avoir des positions GPS, mais la position GPS en soi ne suffit pas toujours. Et l'idée justement et le pouvoir de cette solution, c'est de combiner un ensemble d'informations qui viennent de différentes sources, et l'ERP et les systèmes tiers auxquels on se connecte en font partie de ces sources et sont cruciales, clairement. Oui, tout à fait. Après, il est propre à chaque chargeur de décider ou pas s'il veut intégrer son ERP dans le système ou non. Moi, je pars du principe que la solution, il faut qu'elle soit la plus globale possible, avoir le maximum d'informations sur un seul support, donc en l'occurrence Everysense. Aujourd'hui, si vraiment on veut avoir tous les KPI recentrés au même endroit et éviter la double saisie, voire la triple saisie parfois des informations, voilà, il faut que les choses soient intégrées. Complètement. Alors, on a une autre question qui s'adressait du coup plutôt à Valérie, donc toujours sur ce sujet des contrats types. Est-ce que justement, on disait qu'il y a des travaux qui sont en cours et qui vont continuer, est-ce qu'il y a déjà des best practices vraiment que ces travaux autour de ces contrats types ont déjà permis de déceler au niveau de l'UTF? Alors, c'est encore un petit peu tôt dans le travail pour le dire, mais dans les choses un petit peu typiques, on peut citer le fait d'avoir des points réguliers, de se mettre d'accord justement sur les indicateurs de performance partagés, éventuellement de façon multipartite avec les partenaires, de les suivre régulièrement pour confronter et puis lever les ambiguïtés, de ne pas laisser les choses s'accumuler. On peut être sur des sujets de définition claire, par exemple, de ce qu'on entend par force majeure. Voilà, les travaux sont encore un petit peu embryonnaires pour vous répondre plus précisément là-dessus, mais on peut avoir tout ce qui est partage d'éléments pour indexer les contrats. On sait que l'évolution des coûts de l'énergie, par exemple, aujourd'hui est un élément clé. Sur quels indices on base le suivi, l'évolution des prix. Ça peut être des éléments. Ok, bon, en tout cas, on a bien compris qu'il y avait encore du travail à ce sujet-là et que sans doute sur quelque chose sur lequel on pourra en rediscuter à l'avenir avec grand plaisir. Il y a une autre question également, donc toujours sur la partie connexion. Est-ce que le TMS est connecté à BREAD, donc le système de SNCF Réseau? Question à laquelle je peux répondre. Aujourd'hui, on est en train justement de travailler avec la SNCF pour mettre en place des interconnexions et récupérer des informations justement directement du terrain. Comme je disais, l'interopérabilité, ça passe par le capteur, les ERP, mais également avec les systèmes des EF. Donc effectivement, ça c'est quelque chose sur lequel on travaille. À nouveau, le but c'est de travailler en écosystème, en partenaire les uns avec les autres, parce qu'on a tous à y gagner. Et le but vraiment à nouveau, c'est de promouvoir et faire en sorte que le ferroviaire soit de plus en plus démocratisé, utilisé et soit toujours de plus en plus performant. Oui, pour rebondir là-dessus, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, sur le côté qu'il y avait encore des étapes à franchir. Voilà, comme tu viens de dire, Antoine, nous, notre volonté chez Simon Cassa, c'est qu'il y ait réellement un écosystème de mise en place avec l'ensemble des parties prenantes et que l'ensemble des informations puissent remonter. Donc, sur SNCF Réseau, typiquement, les plages travaux, c'est important. Sur l'obtention des sillons, c'est important. Mais il y a d'autres choses aussi côté entreprise ferroviaire et côté loueur qu'il faut pouvoir à terme intégrer dans la solution. Complètement. Et à nouveau, vraiment, c'est ce qu'on voit avec les différents cas d'usage. La puissance de la donnée, c'est vraiment cette combinaison de toutes ces sources et qui vient donner toujours plus de valeur ajoutée pour être toujours plus pertinent dans l'analyse, le suivi, l'exécution, évidemment. Une question pour toi à nouveau, Nicolas. Est-ce que vous planifiez vos ressources, donc les agents notamment, sur les lettres de voiture? Alors,
Maintenant, enfin, c'est vrai que l'avantage de la solution Everessence, c'est comme je dis, il n'y a pas de double saisie. Donc, pour la partie chargement, nous, on renseigne nos chargements dans notre ERP et les informations sont directement déversées dans Everessence qui génère l'édition de la lettre de voiture. Donc, ça se fait en automatique. Donc, il n'y a pas de ressources supplémentaires pour la partie chargement. Pour la partie déchargement et retour des trains vides, là, oui, il y a des ressources. Maintenant, les ressources, c'est 3 minutes par train. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment peu chronophage, qui est relativement bien aiguillé et assisté dans Everessence. Donc ça se fait vraiment, je veux dire, de manière relativement transparente pour les opérateurs sur les sites. Merci beaucoup pour ta réponse. Et alors justement, une autre question qui t'est adressée. Gérez-vous directement les contrats avec les différents partenaires, loueurs, EF, etc. Pensez-vous qu'en vous appuyant sur votre TMS, passer par un commissionnaire spécialisé ferroviaire, c'est précisé, simplifierait le coût de processus ou non? Tout dépend des chargeurs. Nous, historiquement, on a toujours fait du ferroviaire de manière massifiée, etc. On n'a pas intérêt à passer par un commissionnaire. Mais voilà, après, tout dépend des chargeurs et de l'activité. Je peux pas vraiment répondre à cette question-là de par l'expérience de Simon Calcia. Ok. Et Bah, justement, après, juste pour la partie contrat, oui, enfin, c'est la partie contrat, on la gère intégralement. l'autonomie complète sur ce sujet-là. Mm. Et justement, donc pour continuer sur Simon Calcia, une autre question. Aujourd'hui, quel KPI est-ce que vous suivez côté Simon Calcia pour, enfin voilà, quels sont les KPI réguliers que tu parlais tout à l'heure de ponctualité, notamment. Voilà, au quotidien, quels sont les KPI que tu vas utiliser pour Bah, piloter l'activité? le taux de réalisation des trains par rapport au plan de transport convenu avec l'EF, le tonnage moyen par train, le nombre de wagons moyens par train, ouais, la ponctualité. Voilà, ça va être les grands KPI qui sont suivis. Donc pour la réalisation du nombre de trains par rapport au plan de transport, c'est vérifier le bon dimensionnement ou non du plan de transport convenu avec l'entreprise ferroviaire. Donc là, il y a une dimension économique, c'est-à-dire ne pas trop surdimensionner le plan de transport et donc payer trop de moyens par rapport aux besoins réels. La ponctualité, c'est pareil, ça va venir challenger directement l'entreprise ferroviaire. Et après, la partie tonnage chargé ou nombre de wagons, qui sont liés, mais là, ça va venir challenger et les opérateurs sur site, c'est-à-dire qui remplissent bien les wagons, qui s'assurent que il y a les wagons il y a suffisamment de wagons dans les trains ou pas. Et s'il n'y a pas suffisamment de wagons dans les trains, là il y a deux options. C'est soit un problème avec le loueur, donc trop de wagons arrêtés en atelier ou trop de wagons qui ont des avaries, etc. Ou aussi challenger les opérateurs sur site qui ne sont pas allés chercher les wagons qui étaient au fond de la voie pour compléter le train. C'est-à-dire que dans Everessence, on a la photographie en temps réel de où sont les wagons et ça permet aussi en interne de pouvoir se challenger et de challenger les sites de chargement, de déchargement pour qu'ils fassent le nécessaire pour faire rouler les trains de manière la plus complète possible. C'est très clair, merci beaucoup. Alors, je pense qu'on n'a pas de questions supplémentaires. Je vais vous laisser à tous les deux peut-être le mot de la fin, en commençant par Valérie. Merci. Non, mais je pense encore une fois, hein, on voit bien dans les derniers propos que Nicolas a tenus que le digital offre une transparence qui permet vraiment d'améliorer en fait la gestion du ferroviaire. Il y a un saut de qualité qui est très important à faire pour que le ferroviaire
restent ou deviennent attractifs pour convaincre les dirigeants d'entreprise aussi d'orienter des stratégies vers le développement de flux ferroviaires. On sait que c'est un système complexe, forcément, le ferroviaire, donc ça restera. Mais je pense que c'est important, c'est de donner de la visibilité pour que les chargeurs puissent s'engager là-dedans, et le digital a clairement un rôle à jouer. Complètement. Et complexe ne veut pas dire impossible, loin de là, et le but c'est non, du tout. De plus en plus, vraiment. Et grâce à votre aide et l'aide de la UTF, clairement. Nicolas, le mot de la fin également? Non, écoutez, depuis qu'on est passé au digital, c'est vrai que c'est un outil d'aide à la décision qui est extrêmement pertinent, qui nous fait gagner beaucoup de temps, qui simplifie les actions de chacun dans la chaîne logistique de Simon Calcia. Maintenant, voilà, comme je l'ai déjà dit, voilà, le step d'après, c'est de pouvoir recueillir les informations de l'ensemble des parties et pas juste fonctionner sur la base de ce qu'alimentent d'un côté les capteurs et les données que nous remontent de nos ORP, mais c'est aussi pouvoir redescendre l'information des entreprises ferroviaires, c'est-à-dire un train il a été stoppé à tel endroit pour telle raison. Après, voilà, dans l'arbre des causes, et est-ce que c'est un cas de force majeure, est-ce que c'est un problème locomotive, est-ce que ceci, est-ce que cela, ça c'est très important. Et puis un autre point qui est à cheval entre les loueurs de wagons et les entreprises ferroviaires, c'est toutes les réformes des wagons. Donc voilà, un wagon qui est arrêté sur un site ou voire même en acheminement, c'est d'avoir la raison pour laquelle le wagon a été arrêté. Est-ce qu'il y a une avarie, est-ce que c'est un oubli, voilà. Et pouvoir, en tant que chargeur, intervenir le plus rapidement possible auprès des acteurs concernés, dans le but de rendre les choses encore plus productives et de chasser les temps morts qu'il peut y avoir sur la vie des wagons. En tout cas, je te l'accorde, il y a encore des choses à faire, c'est vrai. Il y a de belles choses encore qui vont arriver, et d'autant qu'en plus, voilà, la technologie est avec nous. On va avoir des systèmes toujours plus intelligents, toujours plus performants et toujours plus prédictifs. C'est ça aussi les leviers de demain. Merci en tous les cas à tous les deux pour votre participation. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis pour ce webinaire. Je vous rappelle qu'il sera disponible également en replay. Vous allez en recevoir le lien. Je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.